Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Jérémy, un Parisien passionné de salsa, a découvert la danse de couple en regardant des films de Fred Astaire. Sa détermination et sa passion l'ont amené à devenir un salsero expérimenté. Convaincu que la danse est un langage universel, il transporte avec lui le rythme et l'énergie de la salsa où qu'il aille. Dans cet épisode, il nous fait part des évolutions de cette danse, ainsi que les us et coutumes qui l'accompagnent. Il nous raconte l'émergence de danses nouvelles, telles que la bachata et la kizomba, et comment elles trouvent aujourd'hui leur place dans l'univers de la danse de couple. Attention, cet épisode pourrait bien vous donner envie de vous y mettre aussi. Ça fait 20 ans que je danse. J'ai commencé en 2003. Bon, grâce à mes parents, en fait, j'adorais le cinéma. En fait, j'adorais les vieux films américains. Et un jour, je me suis mis à regarder des films de Fred Astaire et Ginger Rogers, qui était donc vraiment un des plus grands couples de danse des années 30-40. Voilà, donc c'était plutôt des claquettes, danse en couple, etc. Et en fait, j'étais fasciné. Ça m'a fasciné, j'avais 15-16 ans. Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de danser J'ai regardé tous les films. Et ce qui s'est passé un jour, alors là j'étais étudiant, donc je devais avoir 19-20 ans. Je vais dans un bar, donc j'étudiais à l'époque à Cergy-Pontoise, et il y avait un couple de salsa qui a fait une démo. Salsa, alors là ça a été la claque. Waouh! J'ai dit, mais encore pareil, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de danser comme ça? J'étais fasciné, puis ils étaient avec d'une aisance. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était fin des années 90, début 2000, donc à l'époque la salsa, ça existait déjà, mais c'était pas la mode d'aujourd'hui, c'était encore un peu le début. La salsa, ça m'intimidait en fait. C'était une danse quand même assez sensuelle et tout, et j'ai dit, voilà, je vais commencer direct par la salsa, je le sens pas. Donc je suis passé par le rock, et je me suis dit, ça va au moins m'apprendre à danser en couple. Et je me suis rendu compte que je me débrouillais pas trop mal. Je me suis dit, tiens, j'ai le rythme, ça va, ça se passe bien, ok, donc c'est cool. Donc c'était vraiment à la fin de l'année, et j'avais trouvé mon premier boulot, je suis parti sur Paris. Et à Paris, là par contre, j'ai tout de suite cherché des cours de salsa, parce que j'étais vraiment motivé. Là pour le coup, j'arrivais sur Paris, donc je connaissais absolument pas les spots, à part les quais de Seine, bon, c'est tout ce que je savais, mais les quais de Seine, ce sont des gens qui savent danser, donc j'allais pas aller sur les quais de Seine, il me fallait des cours, et des cours réguliers. Et il me parle d'un prof qui était camerounais et qui donnait à l'époque des cours à la CTU. Et c'est là que j'ai commencé à prendre mes premiers cours de salsa cubaine. Pendant 1 an, je faisais des cours de salsa cubaine, je faisais aussi ce qu'on appelle les ruedas, donc qui sont les ruedas, c'est quand on se met en ronde, qu'on a plusieurs couples qui font tous la même chose, et c'est ce qu'on appelle une madre, en fait, une personne qui annonce les passes. On appelle ça une rueda, rueda des casinos en espagnol. Au début, je ne dansais qu'avec les gens du cours, et un jour je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille danser en dehors. C'était vraiment la claque, parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris. Alors, pas rien à voir, mais quand je suis arrivé sur la piste de danse, je me suis rendu compte, alors plusieurs choses. Déjà, j'arrivais pas à écouter la musique. Et en fait, j'écoutais tout le temps les mêmes musiques en cours. Mais quand je suis arrivé en soirée, en fait, la salsa, c'est très complexe à entendre quand t'as pas l'habitude d'en écouter. Moi, j'en écoutais pas beaucoup chez moi. Donc, j'ai été à l'époque j'avais dû aller à la Pachanga, j'y allais souvent, j'allais prendre des cours là-bas. Donc, quand je prenais les cours avec les débutants et puis après que je dansais, ça allait. Mais il m'arrivait quelquefois d'aller dans d'autres soirées. Et en fait, je me rappelle, j'étais allé au Barrio Latino. En plus, parce qu'il y avait des subtilités en fait, c'est que c'était de la salsa portoricaine. C'était pas du tout la salsa cubaine, c'était un autre style de salsa et je connaissais pas. Et je suis arrivé là, donc déjà c'était pas la même salsa. Et puis le niveau était très très élevé. Enfin, vraiment, quand je te dis élevé, à l'époque, puis moi j'étais débutant, je suis arrivé, j'étais hyper intimidé. J'ai réussi un peu à danser quand même 2-3 salsa cubaines, j'ai quand même essayé d'aller danser, mais j'étais débutant. Je réfléchissais, j'étais pas à l'aise. Et c'est quoi les différences entre toutes ces salsas? T'as 3 courants de salsa, t'as la salsa cubaine, salsa portoricaine ou new-yorkaise, et salsa colombienne. Parce qu'en fait la salsa est née à New York, en gros, au début des années 70.
Ça s'appelait pas salsa, mais en fait ils ont mis le terme salsa. Ça a été un mélange de plein de musiques, hein, pour résumer. Et il se trouve qu'à l'époque, les gens dansaient avant la salsa le mambo. Donc ils se sont inspirés du mambo, ils ont un peu changé, amélioré, et ils ont appelé ça la salsa mambo, en fait, le mambo salsa, qui est donc la salsa new-yorkaise, que nous on appelle portoricaine, mais qui n'a rien à voir avec Porto Rico. C'est un mystère, on ne sait pas d'où ça vient, mais nous on appelle ça portoricaine alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment de la salsa, le vrai nom c'est salsa new-yorkaise. La particularité de cette salsa, c'est qu'en fait, comme c'est du mambo salsa, c'est une danse qu'on danse en fait sur une ligne. La cubaine, donc, qui s'est développée du coup plutôt à Cuba avec les danses cubaines, par la suite, se danse plutôt en cercle. En fait, on effectue des cercles avec le danseur et la danseuse. D'accord. Et la dernière, la salsa colombienne, donc qui est plutôt née à Cali, en Colombie. Celle-ci, c'est beaucoup plus des jeux de jambes. On fait moins de passes avec les bras, des choses complexes. En fait, c'est des jeux de jambes très rapides. Comment tu as choisi ton type de salsa? C'est deux ambiances complètement différentes. La salsa portoricaine, c'est une salsa où, je schématise un peu, ça a un peu changé, mais c'était un peu ça à l'époque. Tu t'habilles bien, c'est un peu guindé, c'est un peu sérieux. Tu fais un peu une performance. Mais tu t'amuses quand même. Mais il y a quand même ce côté performance qui est toujours là en salsa portoricaine, donc j'ai envie de dire, t'as intérêt à être bon. C'était un peu comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu changé, mais c'était comme ça à l'époque. Donc, fallait s'accrocher, il fallait prendre des cours. C'était une danse très technique. La cubaine, elle est plus accessible et elle est aussi plus festive. C'est pas forcément et toi, tu préfères laquelle, du coup? Moi, c'est salsa cubaine. Moi, ce qui est important quand je vais dans une soirée, c'est l'ambiance. Et je préférais vraiment l'ambiance de la salsa cubaine que la salsa porto. Pour moi, il n'y avait pas photo, donc j'ai choisi comme ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose à la salsa cubaine qui m'a toujours bien plu. Je sais que quand j'y retourne encore, aujourd'hui, je danse moins, mais si j'y retourne, je vais à une salsa cubaine, plutôt à une soirée salsa cubaine. Tu prends plus de plaisir, tout simplement. Voilà. Parce que je connais ce monde-là, parce que je connais aussi des gens, beaucoup de gens là dans ce monde-là. Forcément, ça fait 20 ans que j'y vais. Donc, à l'époque, la mode, entre guillemets, à Paris, c'était vraiment la salsa porto. Donc tout le monde faisait la salsa porto, mais moi j'étais un peu à contre-courant, j'étais dans la salsa cubaine, qui y avait du monde quand même. Mais à l'époque, il fallait danser la porto. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, pas comme quoi, on ne sait pas comment ça arrive. C'est ça qui est incroyable avec les danses, moi je trouve ça fascinant, c'est qu'on est en 2023, et aujourd'hui la salsa porto, elle est, je sais pas qu'elle est tombée en désuétude, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relais, en fait, les gens qui dansaient à l'époque ont arrêté. Il n'y a pas eu de relais. Aujourd'hui, maintenant, on parle de salsa, bachata, kizomba. Mais au final, on voit qu'il y a toujours des soirées salsa cubaines. Ça, il y en a toujours et ça plaît aux gens parce que c'est festif. Salsa porto, il y en a toujours. Mais c'est plus la mode. C'est plus l'engouement qu'il y avait en 2000. C'est comme s'il y avait eu un pic et que ça s'est écroulé, on va dire, à partir de 2010 au profit de la bachata et la kizomba. La bachata, ça vient de République dominicaine. Je schématise un peu, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, tu as la bachata dominicaine, qui est pareil, c'est beaucoup des jeux de jambes. Ensuite, tu as un peu deux courants qui sont nés à peu près en 2010. Tu as la bachata moderna, qui est un peu une bachata qui ressemble un peu à la salsa porto et cubaine, avec pas mal de passes, avec des bras, tu fais passer la partenaire sous le bras, etc. etc. Donc quand tu danses la salsa, finalement la bachata moderna, tu l'apprends assez vite en fait. Et après, tu as ce qu'on appelle la bachata sensuelle. Voilà, plus avec des jeux avec le corps, tu fais des vagues, etc. Voilà. C'est bachata sensuelle. Alors après, tu peux mélanger un peu les deux. Mais voilà. Et la dernière, la kizomba, ça vient d'Angola. C'est une danse africaine. On dit que c'est le tango africain d'ailleurs. On compare au tango par rapport à la façon de se tenir. Et c'est arrivé en France, ça a explosé grâce aux DJ en fait, qui passaient beaucoup de kizomba et qui ont remixé en fait, des kizomba. Donc c'est pour ça que ça a explosé en France, surtout en France. Moins dans d'autres pays, mais en France ça a vraiment explosé. Pour la kizomba et la bachata, est-ce que tu l'as ressenti quand ça arrivait? De quel œil tu vois la chose quand il y a une nouvelle danse un peu similaire qui arrive? Est-ce que t'es curieux? Est-ce que t'es critique? Là, il y a un souvenir qui me revient. Je me suis installé à Montréal en 2010. Il y avait une soirée près de chez moi, bachata, et ils faisaient un cours de bachata. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la bachata dans les années 2000, tu faisais quasiment rien en fait. C'est-à-dire que tu faisais le pas de base. T'avais pas beaucoup de passes, donc en fait tu pouvais l'apprendre, c'est-à-dire que tu prenais un cours de salsa, puis à côté tu disais allez on va faire de la bachata 10 minutes, en gros c'était ça. Il n'y en avait pas beaucoup en soirée d'ailleurs, c'était un peu comme le merengue ça s'apprend, c'est une danse pareille de République dominicaine, mais qui s'apprend en 2 minutes en fait,
si t'as le rythme, ça va, tu peux danser là. Donc pour la bachata, c'était comme ça dans les années 2000. Et il y a eu un tournant en 2010, et là je me suis dit, tiens, c'est marrant ça, la bachata, il commence à y avoir des passes plus complexes. Et là je me suis dit, oula, faut se remettre un peu au niveau, parce que moi je dansais la bachata de façon très simple dans les années 2000, parce que j'avais appris comme ça. Et à partir de 2010, j'ai senti un changement. T'as des danseurs, notamment d'Italie, et puis je crois surtout d'Espagne, qui ont inventé un peu des nouveaux styles de bachata, et forcément ça a voyagé. Et il y a des cours qui se sont organisés autour de la bachata, alors qu'avant il n'y avait pas de cours de bachata, ça n'existait pas en fait, dans les années 2000. Et la kizomba, alors là ça a été c'était encore autre chose, puisque la kizomba est arrivée, je dirais, peut-être la première année où j'en ai vu, c'est 2012. Et là par contre, kizomba, il y a eu beaucoup de... Enfin, les cours sont arrivés comme la bachata, mais là pour le coup c'était nouveau. C'était pas comme la bachata qui avait déjà un historique. Tu le vois pas comme de la concurrence de danse, tu le vois plutôt comme des performances techniques à acquérir plutôt. Un peu les deux, il y a un petit peu de concurrence parce que forcément nous on pratiquait beaucoup la salsa cubaine, on adorait danser, tout le monde dansait avec nous, on avait un super niveau et tout, donc on s'éclatait quoi. Et d'un coup on se rend compte qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en fait, c'est ça. Et là tu dis, ah mince, il y a d'autres danses. T'expliques qu'est-ce qui se passe sur les quais de Seine, parce que tout le monde ne le sait pas. Exactement. C'est le quai Saint-Bernard, quand on dit les quais de Seine. C'est en face de l'Institut du monde arabe et en fait tu as plusieurs spots de danse tous les week-ends, plutôt en été. Et en fait tu as tous les danseurs et danseuses qui aiment danser, ils viennent tous les week-ends et ils viennent danser. Donc salsa, plutôt danse latine, salsa, bachata, kizomba maintenant, et t'as pas que les danses latines, t'as aussi le rock, le swing, le tango. Donc il y a beaucoup de... Voilà, maintenant il y a de plus en plus de styles de danse. Mais la salsa était déjà là en 2003. Je crois en 2000-2001, j'avais déjà dû passer sur les quais de Seine. Et il y avait une seule alvéole qui était occupée, et il y avait quoi? Elle a tout cassé, il y avait 20 personnes qui dansaient à l'époque. Et maintenant, ça a changé. Tu as aussi maintenant la BNF, donc la Bibliothèque François Mitterrand. C'est plus hip-hop, non? Effectivement, alors il y a une grande esplanade, c'est plus orienté hip-hop. Quand je suis revenu, en fait, j'ai vécu à l'étranger, je suis revenu en 2015. Et en 2016, en fait, j'ai recherché un peu les spots de salsa, donc forcément ça a un peu changé. Il se trouve que la BNF commençait à peine. D'accord. Et maintenant ça a explosé. Ouais. La différence, je te dirais, entre la BNF et puis les quais de Seine, c'est que la BNF c'est vraiment très danseur. Les gens ils vont pour danser. Les quais de Seine, les gens ils vont pour danser, mais aussi pour faire la fête. T'as un peu les deux. T'as des gens qui viennent juste pour l'ambiance, pour boire, faire un pique-nique. Par contre, t'as pas de pique-nique sur la BNF, c'est une esplanade, donc en fait les gens ils savent qu'ils viennent tous pour danser en fait. À part 2-3 curieux qui... Qu'est-ce qui fait qu'une danse évolue? En fait, je pense qu'à un moment, la danse, pour que ça devienne accessible à tout le monde, parce que nous on n'est pas né avec ça, faut que ça devienne en fait académique. Donc ce sont des écoles qui vont faire voyager les danses. On est arrivé en France, on a codifié ça. Un pas à droite, un pas à gauche, on entend ce rythme-là, on va faire 4 pas à gauche, après on va faire 4 pas à droite. La salsa par exemple, cubaine, que nous on danse, il y a beaucoup de passes de rock. Donc en plus on va piquer à droite à gauche. Et c'est perpétuel, c'est sans fin en fait. Quand tu regardes même dans la bachata, les gens disent ah ouais on fait ça la bachata, et moi je regarde, je fais mais ça vient de la cubaine. Et alors c'est un débat parce que moi je pense que c'est nécessaire, parce que s'il n'y a pas les écoles, en fait ça restera une danse qui se danse à Cuba, et comme beaucoup de danses finalement ne verront jamais le jour mondialement. Et les latinos quand ils dansent, que ce soit au Pérou, à Cuba ou autre, ils dansent une salsa qui se danse mais avec très peu de pas en fait, où en fait la musique démarre, ils dansent, ils font toujours la même chose mais ils s'éclatent, ils ont le sourire. Et quelquefois ils font des choses que je sais pas, c'est hyper naturel, que nous on n'est pas capable de faire parce qu'on l'a pas appris et on n'a pas grandi avec. Donc on est obligé de passer par des cours pour apprendre ce que eux ils font naturellement. En fait t'as l'impression que quand tu danses dans n'importe quel pays, alors évidemment ce qui est marrant c'est qu'il y a des codes culturels, et ça c'est drôle en fait. T'as des codes culturels qui sont pas du tout les mêmes, t'as les attitudes qui sont pas les mêmes, mais au final on se comprend en fait. Tu peux danser partout et tu peux avoir quelqu'un de l'autre bout du monde et ça pose pas de problème en fait. À Copenhague, j'ai fait une soirée salsa cubaine. Les gens dansent très bien. J'ai été en Slovaquie, j'ai dansé là-bas, j'ai dansé en Roumanie. Roumanie danse super bien.
J'ai dansé où à Budapest aussi. Tu vois, tu vas par exemple à Budapest, tu vas sentir des gens un peu plus froids, tu vois, ils dansent très bien, mais un peu froid. Mais ils dansent bien. Ils dansent, c'est carré, c'est... des moments en fait où tu sais danser, c'est ça. On revient sur le même truc, c'est que si tu sais danser, si t'arrives, t'es sûr de soi et que tu t'invites quelqu'un à danser, y a pas de problème en fait. Il faut savoir que tous les gens qui vont danser à salsa, ce sont des habitués. Tu vois toujours les mêmes têtes. Donc ce sont des gens qui se connaissent, ils savent exactement avec qui ils ont envie de danser. Ils savent que s'il y en a un qui arrive, qu'ils n'ont jamais vu et qui ne sait pas faire, parce que ça se voit au bout de 3 secondes, hein. Quand tu danses depuis très longtemps, tu le sens en fait. Donc un homme qui vient pour vraiment draguer, il reste, ça dure pas 10 minutes dans la soirée, il va se faire virer par tout le monde, les filles vont lui dire non déjà, parce que voilà, s'il y en a une qui a malheureusement accepté et qui n'a pas fait attention, elle est même capable de lui dire écoute, on arrête la danse, parce que s'il arrive et puis qu'il se prend en boîte de nuit et puis qu'il la rapproche un peu durement, on va dire, forcément elle va lui dire bah non, et puis et les filles d'ailleurs se parlent entre elles, hein. J'ai discuté avec des danseuses qui me disent, tu sais, elle dit sache un truc, c'est que les bons danseurs, on se les dit entre nous, genre tiens, lui il est sympa et je pense que tu vas passer un bon moment à danser. Et il y en a par contre qui sont carrément blacklistés, mais ils reviennent tout le temps. D'après ce que tu racontes, moi j'avais pas notion, mais que en fait tu peux pas t'intégrer si t'as pas atteint un bon niveau quand même. Il faut quand même apprendre, ouais. Si tu vas à une soirée salsa que tu prends jamais de cours, à part si t'es doué, ou si t'as fait d'autres danses, il y a des gens qui apprennent vite. Moi j'ai vu des danseuses qui m'ont dit qu'elles ont pris très peu de cours. Il y a des gens qui sont doués, hein. Donc alors pour un homme qui va guider, par contre, j'ai jamais vu un homme qui arrive en 2 minutes, ou alors c'est sa culture. Mais si c'est pas sa culture et que non, tu peux pas arriver à une soirée, que ce soit salsa, bachata, kizomba ou autre, sans savoir danser et en ne prenant pas de cours. Enfin, de toute façon, tu vas rester contre le mur, parce que les gens ils viennent là en fait avant tout pour danser. Quand tu repenses à l'ado, tu vois, quand t'avais 14-15 ans, et ta fascination, tu sais pourquoi t'étais fasciné ou Je sais pas en fait. Moi, quand je regardais, tu vois, Fred Astaire, même marcher, je trouvais qu'il était d'une élégance, il se tenait bien, il était à l'aise, mais juste quand il marchait. Et Ginger Rogers, qui était sa partenaire, ils ont fait une dizaine de films ensemble. Et ces films me fascinaient parce que je les trouvais juste beaux à regarder, gracieux. Parce que quand tu dis ouais on s'amuse beaucoup, c'est quand la danse se passe. Enfin moi je sais pas, ça m'arrive de danser, évidemment pas à ce niveau, mais Plus tu sais danser et plus tu as envie de tomber sur des partenaires qui vont peut-être te surprendre, tu vois, ou faire des trucs. J'ai un souvenir comme ça, j'étais sur les quais de Seine, c'était avant le Covid, donc c'est 4-5 ans, et il y avait une jeune femme qui était là, elle avait une casquette, elle avait un style hip-hop très discrète et elle dansait pas, elle était sur le côté. Je me suis dit mais est-ce qu'elle regarde ou est-ce qu'elle danse? Et j'avais envie de danser, puis je me suis dit quelquefois c'est bien. Il y a des gens qui sont... Parce qu'elle avait l'air quand même d'être assez sûre d'elle, en fait, très calme, très sereine et tout. Je me suis dit c'est peut-être une danseuse. Donc personne ne l'invite à danser. Je l'ai invitée à danser. Écoute, elle avait un style de salsa avec un peu de hip-hop, mais elle était hyper humble, mais elle avait un niveau de danse incroyable. Et ce qui est fou, c'est que je pouvais faire tout ce que je voulais avec de l'humour, tenter des choses. Enfin, c'était une belle alchimie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on fait une salsa, il y a un peu des règles, c'est que t'invites pas pour la deuxième. En fait. Tu en fais une, tu peux inviter plus tard, t'invites pas 2-3 fois de suite, ça se fait pas. Et là, je lui ai dit à la fin de la danse, je lui ai dit, écoute, franchement, c'est génial. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut refaire une deuxième? J'ai dit, franchement, j'ai adoré. Et elle m'a dit, ok. Donc on a fait une deuxième danse. Il faut savoir que tu aies un bon niveau de danse ou pas, en fait, il faut accepter une chose, c'est que ça passera pas avec tout le monde. Je cherche encore un petit peu, je pense maintenant au rapport que j'ai à la danse, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases en fait. T'as vu, dans les années 2000, j'étais très... je faisais que ça, hein. C'est vraiment, ma vie c'était la salsa, tu vois. Est-ce que c'est cher de faire de la salsa? Pas tant que ça. En fait, les cours de salsa, t'as un peu... t'as soit les écoles
écoles, donc ça va monter, ça peut être, si tu prends un cours par semaine, ils te font des packages en gros à 600, 700 euros l'année, donc c'est quand même c'est un prix. Mais après, tu as beaucoup d'associations qui sont très très bien, où tu vas payer entre 100 et 200 euros l'année. Et tu as des cours, quelquefois 2 fois par semaine, en fonction des associations, donc beaucoup de gens vont vers les associations. Au final, c'est pas si cher que ça, mais c'est quand même conseillé, si tu sais pas danser, il faut prendre des cours régulièrement. T'as beaucoup de soirées gratuites à Paris, en salsa. Et après, ça va varier entre 5, 10 euros, entre 5 et 15 euros. C'est important, ouais, faut pas. Je pense que c'est ouvert à tous. Après, je dirais la danse, pour celui ou celle qui veut s'y mettre, c'est ouvert à tout le monde, à tout âge. Il n'y a pas de. Bon, évidemment, je vais pas dire en 3 mois on sait danser. Je sais qu'on vend beaucoup ça maintenant. On devient, je sais pas quoi, en 3 mois. J'y crois pas trop. Je pense que après, c'est comme tout, c'est un travail. C'est de la pratique en fait. C'est de la pratique. Faut sortir. Le peu qu'on a, je dirais pas le peu, mais dès qu'on se sent un moment capable de faire quelque chose avec des cours de danse, c'est bien quand même d'aller danser en soirée, même si au début, on est d'accord, ça va pas être extraordinaire, mais il faut y aller. Il faut passer par là et trouver les soirées avec les bonnes ambiances, quoi. Merci beaucoup pour tout ce témoignage autour de ton parcours dans la danse et de ton parcours de salsero. C'est ça. Merci à toi Delphine, en tout cas c'était super intéressant. Super. Merci. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.